Donc on va faire de façon très compacte des manipulations de données de type série temporelle, quel que soit finalement le secteur, hein, puisque la même technologie peut être utilisée dans tous les secteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure et sans doute bien d'autres que je n'ai pas mentionnés. Et au-delà de ces 800 fonctions, si vous n'en avez pas assez, si vous avez des choses que vous voulez faire de façon particulière, parce que vous avez des algorithmes maison, parce que vous avez des bibliothèques avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, on a la possibilité d'étendre le langage de départ, de le faire croître avec ces fonctions particulières. Donc on va pouvoir d'une part définir ce qu'on appelle des macros qui vont être stockés côté plateforme et que vous allez pouvoir appeler depuis d'autres scripts d'analyse, donc éventuellement séparer les responsabilités entre les gens qui font des macros et les gens qui les utilisent. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue maintenabilité du code. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des extensions qui vont venir modifier le langage. C'est-à-dire que les fonctions, parmi les 800 fonctions que j'ai données là, il y en a peut-être certaines que vous ne voulez pas voir dans les instances dans lesquelles vos utilisateurs vont utiliser la plateforme. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les modifier pour en changer le comportement, et puis vous pouvez rajouter des fonctions supplémentaires si vous le souhaitez. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne peut pas réécrire facilement. C'est le cas par exemple de l'appel à tout un tas d'outils qui sont aujourd'hui, qui deviennent aujourd'hui quasi incontournables, comme TensorFlow, qui apparaît sur ce slide. Et donc on a la possibilité, au travers d'un mécanisme d'appel de programmes externes, de faire appel à ce genre d'outils. Alors pourquoi est-ce que c'est important dans le cas de TensorFlow? Parce que la vision qu'on a, nous, du positionnement de Google et de TensorFlow, c'est que sans doute, dans quelques années, on se trompera peut-être, ce sera peut-être un peu avant, je pense que Google sera fournisseur d'une marketplace de modèles. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'aller sur un store et de dire « je voudrais un modèle qui, sur des données de ce type-là, va me faire telle ou telle chose ». Donc on l'a déjà sur un certain nombre d'exemples de jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des modèles de classification d'images, par exemple. Il y a des modèles de reconnaissance vocale. Moi, je pense qu'ils vont petit à petit construire des modèles, avoir des partenaires qui vont construire des modèles et qui mettront à disposition des modèles pour les utiliser. Donc c'est très important d'être capable d'appeler ce genre de programme pour faire des applications avancées. Donc la cinématique, elle est très simple. On va faire de l'extraction de features sur les données brutes en Warp Script. On va fournir ces données-là à un framework de machine learning, quel qu'il soit, pour construire un modèle. Et une fois qu'on a le modèle, on va pouvoir évaluer le modèle, toujours au sein de Warp Script, à des fins d'industrialisation de la data science. Puisqu'en fait, aujourd'hui, dans beaucoup de projets, c'est là qu'est le point faible, c'est qu'on n'industrialise pas. On n'industrialise pas parce que le data scientist est sur le chemin critique, et qu'il n'a pas envie d'être industrialisé, en fait. Il n'a pas envie d'être, lui, dans la chaîne d'industrialisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie qu'on l'appelle à 2 h du matin quand il faut faire passer un modèle à 2 h du matin. Donc cette phase d'industrialisation, elle est fondamentale. Bien évidemment, quand on parle de données, la partie visualisation, elle est importante aussi. Donc on a des outils dans cette solution-là qui permettent de visualiser. Donc on a un IDE qui permet de mettre au point du code Warp Script et de visualiser le résultat. Ça, c'est une première chose. On a des composants qui permettent de visualiser des courbes. Donc le code en bleu que vous ne voyez pas, puisqu'il est très peu lisible, c'est du code Warp Script, c'est-à-dire qu'on a des web components qui vont modifier le langage HTML pour rajouter des balises, où entre la balise de départ et la balise de fin, on se focalise sur l'analyse de données, sur le problème métier qu'on est en train de résoudre, et on ne fait pas du JavaScript pour comment je connecte mon appel serveur à mon Shadow DOM, etc. Donc on est vraiment dans une logique de simplifier toutes ces tâches de plomberie et de vous proposer simplement de vous focaliser sur l'analyse des données qui sont là pour la création de valeur. On a également de l'intégration avec des outils comme Grafana pour du monitoring, TimeLion qui est dans Kibana aujourd'hui, pareil pour de la visualisation de séries temporelles, où on peut définir des sources de données comme étant des sources de Warp 10. Et puis dernier élément de visualisation, et nous on aime beaucoup cette possibilité-là, c'est qu'on a intégré le langage processing, qui est un langage de génération de graphiques, directement dans le langage d'analyse de données. Et donc, vous pouvez générer des graphiques avancés. Donc ici, on a une carte de chaleur qui représente 3 millions de couples vitesse-altitude pour des avions. Et on voit l'enveloppe de vol d'un avion. D'accord ? Et on voit aussi des erreurs dans les données. Et tout ça, ça a été fait par le code qui est à droite, qui est relativement concis et qui, en temps d'exécution, est relativement efficace.
Récupérer 3 millions de paires de points et générer cette image-là, ça prend moins de 20 secondes sur un laptop. D'accord ? On a essayé de le faire avec d'autres outils qui font des cartes de chaleur, hitmap.py pour ne pas le nommer. On l'a arrêté au bout de 6 heures et il n'avait toujours pas généré son image. Donc là, on est sur quelque chose dans lequel on peut générer des images quasi à la volée. Alors celle-là, elle est un peu extrême en termes de données sources, mais on peut le faire de façon relativement synthétique et de façon relativement efficace à grande échelle. On va voir comment. Même chose, on a des composants qui permettent d'afficher les images, si bien que l'image que je vous ai montrée avant, on peut très bien l'intégrer dans un dashboard et avoir des représentations qui vont au-delà de simplement des boîtes rouges, vertes, oranges ou des courbes comme on a l'habitude de les voir. Ok, alors, on est dans un Hadoop et Spark Meetup. Je ne vous ai pas encore parlé d'Hadoop et de Spark. On y arrive. Alors, le constat qu'on a fait, c'est que au-delà de la manipulation interactive des données, et en fait, la première personne qui nous a un peu challengé sur l'affaire, c'est un constructeur aéronautique qui nous a dit, c'est très bien, vous savez analyser les données d'un avion, super, vous avez analysé 5000 vols, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que vous pouvez le faire sur l'intégralité des données de l'intégralité de nos avions depuis qu'on fait des avions ? Alors, on ne répond pas oui ou non tout de suite, on répond simplement qu'il va falloir considérer la chose. Et on commence à prendre conscience de l'ampleur du type de traitement de données qu'on veut faire. Je vous ai dit, un avion en test, 670 000 capteurs, plusieurs fois par seconde. Vous prenez des centaines et des centaines d'heures de vol sur un avion. D'accord ? Vous prenez une flotte de 2000, 3000, 4000, 5000 avions qui vont mesurer 1000 paramètres toutes les secondes, qui vont voler à peu près 13 à 14 heures par jour, et ça vous donne un ordre d'idée, la quantité de données qu'il faut analyser. C'est quand même relativement compliqué. Alors on se dit, bon, on va prendre Spark, on va prendre Hadoop, et puis ça va régler le problème. Le problème, c'est que la réponse est non, c'est pas vrai. Alors pourquoi c'est pas vrai ? Parce que si c'est déjà difficile de gérer des séries temporelles en dehors d'Hadoop, c'est encore plus difficile de le faire dans Hadoop, parce que vous allez avoir un traitement distribué et que potentiellement vous avez des séries qui sont très longues, qui ne tiennent pas en mémoire, qu'il va falloir découper, qu'il va falloir segmenter en plein de petits morceaux, qu'il va falloir recomposer de façon régulière, sur lesquels il va falloir passer des algorithmes qui vont être cohérents sur ces morceaux, et après reconstituer le résultat de passage de ces algorithmes sur ces morceaux-là pour avoir le résultat que vous attendez. Donc, le faire à grande échelle sur Hadoop, c'est très très compliqué. Et toutes les approches qu'on a pu voir qui essayaient de régler le problème des séries temporelles se trompent. Alors pourquoi elles se trompent ? Parce qu'elles prennent généralement, elles essayent de résoudre un problème particulier. C'est-à-dire qu'elles vont le faire dans un secteur particulier. Elles vont le faire sur des données économétriques, elles vont le faire sur des données de monitoring, elles vont se focaliser là-dessus. Nous, notre focus, c'était vraiment de permettre de le faire de façon générique, puisque la question que nous pose un constructeur aéronautique, demain ça peut être un constructeur automobile, mais ça peut aussi être un énergéticien ou une banque à qui il faut qu'on apporte une solution sans avoir à la reconstruire de zéro. D'accord ? Alors pourquoi est-ce que toutes ces approches se trompent ? Eh bien parce qu'elles vont partir d'un problème particulier et elles vont le résoudre, si bien qu'elles vont généralement être trop restreintes en scope, elles vont se restreindre à une typologie de données sur lesquelles on a des contraintes sur les eurodatages, par exemple, qui sont moindres que celles qu'on peut avoir sur des données d'Internet industriel, qui vont se focaliser que sur un certain nombre de valeurs, etc., etc. Donc on va avoir un scope beaucoup plus réduit qui ne va pas pouvoir s'adapter à d'autres typologies de données. Ou alors elles vont fournir de la valeur, mais uniquement toujours la même chose pour résoudre certains problèmes. D'accord ? Alors, j'ai pris la moyenne mobile comme exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé, mais faites une moyenne mobile en Spark, et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. D'accord ? C'est même vraiment pas simple. Surtout si vous avez des séries qui sont relativement modestes, ça va. Maintenant, vous imaginez, vous avez une série sur laquelle vous avez 50 milliards de mesures, d'accord ? Et vous faites une moyenne mobile sur ces 50 milliards de mesures. Vous allez voir que vous allez écrire énormément de choses. D'accord ? Et pourtant, c'est très simple. C'est-à-dire la moyenne mobile, c'est la chose la plus simple qu'on va pouvoir imaginer quand on va faire du traitement de séries temporelles. Maintenant, essayez de faire du dynamic time warping sur un ensemble de séries pour voir lesquelles sont les plus proches, de calculer des distances. Essayez de faire de l'extraction symbolique sur des séries temporelles et vous allez voir que vous allez écrire énormément de code pour que votre programme Spark ou Flink fonctionne. Donc on est sur quelque chose sur lequel le focus
de ces gens de ces solutions sur les séries temporelles est vraiment très très limité et absolument pas adaptable sans énormément de travail, qui est finalement du travail qui est très éloigné de votre problématique business à régler. Et puis, dernier point, c'est que souvent, on est limité à un outil particulier. Vous prenez Chronix, par exemple. Chronix a une approche dans laquelle ils vont créer un Chronix RDD. C'est très bien. Voilà, on a créé un nouveau type de RDD dans lequel on va manipuler des séries temporelles. Et il va falloir faire rentrer les séries temporelles que vous voulez manipuler dans ce type nouveau et manipuler uniquement ça. D'accord ? Donc, on est dans Spark, on est content, ça marche. Puis demain, vous avez des choses que vous voulez faire dans Flink. Comment vous faites ? Vous portez Chronix RDD dans un Chronix dataset sur Flink. Compliqué. D'accord ? Donc on est généralement limité en scope, limité en fonctionnalité et restreint à un seul outil, ce qui est quand même très très limitant quand on veut faire des choses de façon transverse. Et quand on touche à des séries temporelles, on veut faire des choses de façon transverse puisqu'on veut avoir une approche ad hoc, une approche en batch et une approche streaming avec des outils très variés qui vont dépendre des utilisateurs, bien évidemment, mais qui vont aussi dépendre du contexte et puis d'autres bibliothèques qui peuvent être disponibles. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ce langage qu'on avait imaginé pour gérer la manipulation de données de type série temporelle en mode interactif, on l'a projeté sur tout un tas de frameworks qui tournent sur Hadoop. Et donc, on a pris différents éléments qu'on a rendus compatibles avec l'écosystème Hadoop dans son ensemble. Le premier élément qu'on a rendu compatible, c'est un input format pour que depuis tous ces outils-là, on puisse aller chercher des données sur la plateforme Warp 10. Pourquoi ? Parce que quand vous avez historisé des dizaines de milliers de milliards de mesures, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de les répliquer quelque part. Si vous avez 500 Tera de données, vous n'avez pas envie de reproduire 500 Tera de données ailleurs parce que vous savez les lire que comme ça depuis Spark. Donc la première chose qu'on a fait, c'est ça. C'est la possibilité d'aller récupérer des données sur la plateforme Warp 10 où elles ont été stockées et de les représenter de façon très compacte en mémoire pour éviter de saturer des partitions quand on fait du Spark, par exemple, pour éviter d'écrire des fichiers très conséquents quand on fait du ping. L'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a intégré WarpScript dans des frameworks de parallélisation. Pourquoi ? Parce que Spark, Flink, etc., ne sont finalement pas des outils de traitement de données, mais sont avant tout des frameworks de parallélisation sur des données. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les fonctionnalités de ces frameworks-là, c'est relativement simple à faire, en permettant la manipulation de séries temporelles en utilisant les 800 fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure, les 800 fonctions de WarpScript, pour que, finalement, vous ayez à votre disposition tous ces outils qui sont sur étagère, qui existent. Donc, on fournit une fonction et une flatmap function dans Spark, qu'on va pouvoir appeler au sein du DAG, donc au sein du graphe de traitement, sur des données qui proviennent de n'importe quelle source issue de Spark. Donc ça peut être un RDD, ça peut être une data frame, ça peut être un dataset, ça peut être l'input format que j'ai mentionné. On va pouvoir manipuler ces données-là sur la pile WarpScript au travers de ces WarpScript functions. Comment ça se passe ? Dans le DAG, quand vous allez manipuler des données à un moment donné, on prend les données, le row qu'on doit manipuler, on le positionne sur la pile, on exécute le WarpScript, ça reproduit des éléments sur la pile, on reprend ces éléments, on les réinjecte dans la sortie. D'accord ? Donc vous avez quelque chose qui est cohérent avec le fonctionnement qu'on a habituellement dans Spark. Donc là, on a un exemple. Ce n'est pas très lisible, mais on voit que le code qui est en bleu, c'est du code WarpScript qui fait des choses relativement complexes sur des séries, mais qui sont relativement exprimées de façon très concise. Et l'application Spark, finalement, va tenir en quelques lignes, puisque la complexité, elle n'est pas dans du code que vous devez réécrire, elle est vraiment simplement dans l'utilisation de WarpScript, qui peut être du WarpScript que vous avez déjà utilisé dans un autre environnement. C'est-à-dire vous avez pu l'utiliser en mode interactif ou vous avez pu l'utiliser dans un autre job Spark. Vous pouvez le réutiliser. On a fait la même chose avec Pig, c'est-à-dire qu'on a rajouté des fonctions utilisateurs pour permettre l'appel de WarpScript et la manipulation d'objets en utilisant WarpScript depuis des scripts Pig, avec une cohérence avec les types qui sont manipulés dans Pig.
Donc là, même chose, on va pouvoir représenter des séries temporelles de façon très compacte, sans avoir à réinventer la roue pour le faire.